Quand tu montes ton PC gamer et que tu es en train de choisir tes composants, il y en a un que tu laisses particulièrement de côté et pourtant c'est celui qui va te prendre le plus de temps à monter dans ta configuration. Tu vois pas de quel composant je parle? Je parle bien évidemment de l'alimentation. Effectivement, c'est un peu comme votre carte mère, si vous la choisissez mal, et il y a des chances que ça vous pose des problèmes. Bon, ce sera des problèmes plus graves qu'une simple carte mère, parce que là on parle pas de n'importe quel composant, c'est quand même ce qui nourrit tout votre PC. Bon, c'est facile de le dire, mais finalement, comment on choisit une bonne alimentation et finalement, est-ce qu'on peut faire confiance à toutes les marques? Déjà, aujourd'hui, on va voir si on peut faire confiance à Deepcool ici avec la nouvelle PX 1000P qu'ils m'ont envoyé, une alimentation 1000 watts en version 80 plus Platinum. Et puis ça s'annonce plutôt bon, mais on va découvrir ça tout de suite après l'intro. C'est parti. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est une alimentation qui nous intéresse. C'est pas n'importe quelle alimentation non plus, puisqu'ici, on attaque le haut de gamme de chez Deepcool. Si Deepcool, vous commencez à attaquer le haut de gamme comme ça, je suis curieux de voir si vous allez vous attaquer au très haut de gamme avec pourquoi pas du 80 plus titanium. Si c'est le cas, voilà, pensez à moi, éventuellement, je serais très curieux de pouvoir comparer justement toutes les gammes que vous avez sorties. Mais cette gamme PX, en tout cas, elle s'annonce plutôt bonne. On avait déjà découvert la PX 850G qui était juste ici. Alors pour ceux qui trouvent un petit peu comme moi cette appellation totalement barbare, j'ai trouvé une certaine logique. Le PX, c'est le nom de la gamme. Le chiffre, c'est le nombre de watts. Et le P ou le G, c'est pour dire si c'est du 80 plus Platinum ou du 80 plus Gold. Jusque-là, il me semble que j'ai à peu près bon. Donc si jamais vous voulez vous repérer dans la gamme Deepcool, c'est comme ça que ça marche. Bon, assez parlé du nom, finalement, qu'est-ce qu'on peut déjà avoir sur cette alimentation comme informations qui sont intéressantes? Qui a fabriqué cette alimentation? Peut-être que vous ne le savez pas, mais la plupart des marques qui vous vendent une alimentation, mine de rien, c'est pas eux qui la fabriquent, hein. Même si ça paraît tout beau tout rose, que vous achetez une alim Corsair, Deepcool ou autre chose, vous vous dites c'est super, ils fabriquent leurs alims, elles sont de qualité. Mais sachez que absolument pas. La plupart des fabricants en dehors de Seasonic ne fabriquent pas les alimentations, donc ils vont avoir recours à ce qu'on appelle un OEM. Un OEM, c'est un genre de sous-traitant à qui on va passer commande, on va lui donner le cahier des charges de l'alimentation qu'on veut, et il va nous faire ce qu'on veut un petit peu à sa sauce. Et un truc assez positif dans tout ça, c'est que si vous repérez un bon OEM et que vous vous dites peut-être que son architecture 80 plus Platinum notamment est bonne, on va forcément la retrouver chez quasiment toutes les marques qui vont passer par cet OEM. Je vous donne un exemple ici, on retrouve une architecture 2000 watts en 80 plus Platinum et c'est une architecture qu'on retrouve également chez Thermaltake dans une référence que je vous affiche tout de suite à l'écran et qui était connue pour être plutôt de bonne alimentation. En ce qui concerne cette alimentation, c'est une architecture qui sort tout droit de chez CWT, donc c'est l'OEM qui l'a fabriquée. Et le truc assez sympa, c'est que comme ils maîtrisent plutôt bien leur architecture 80 plus Platinum, ça va être une alimentation qui va être plutôt intéressante ici chez Deepcool. Ça, on va le découvrir justement à la fin de la vidéo dans l'analyse technique visuelle de cette alimentation. Donc, comme je vous ai dit, c'est une alimentation de 1000 watts. Est-ce qu'elle tire ses 1000 watts sur le 12 volts? Oui, quasiment. On est à 999 watts possible sur le 12 volts. Sinon, si on part un petit peu à la recherche des autres rails, on voit quand même qu'on peut tirer encore un petit peu avec le 5 volts et le 3 volts. Bon, ça, c'est pas ce qui va tirer le plus dans tout votre PC, on va pas se mentir. Mais si jamais vous êtes un gros fan du RGB et que vous avez peur de vous sentir limité avec vos 100 watts de LED, au moins là, vous avez de quoi les alimenter plutôt bien. Et là, vous êtes en droit de vous demander, est-ce que cette alimentation de chez Deepcool respecte les dernières normes d'alimentation? Donc déjà, ce qui est plutôt positif avec cette nouvelle norme, c'est qu'on va avoir l'arrivée du nouveau câble d'écart graphique, le 12 VHP PWR, juste ici, en vert, comme ça on le reconnaît bien. Le deuxième truc qui est plutôt pas mal, c'est que c'est une alimentation monorail. Donc finalement, ça va être assez simple de se repérer sur le rail 12 volts quand vous branchez vos câbles. Aucun problème là-dessus, vous avez un seul rail 12 volts. Les overclockers vont dire un grand merci ici, mais il reste à voir encore la stabilité des tensions qu'on verra juste après. Au niveau des câbles que vous pouvez brancher, vous aurez ici la possibilité de brancher 2 8 pins de CPU, la possibilité de brancher 5 fois 8 pins de carte graphique, sans compter évidemment le 12 VHP PWR que vous pouvez brancher également. Au niveau des prises périphériques, vous avez un Molex qui est disponible, donc sur le câble vous avez 3 ou 4 Molex. Et après vous avez 2 SATA qui sont disponibles également et qui vous permettront de brancher du coup environ 8 HDD, SSD ou hub de ventilateur, etc. Normalement vous devrez être plutôt pas mal. Et bien évidemment, sans oublier les deux derniers câbles qui sont absolument inutiles, comme par exemple le 24 pins de la carte mère ou la prise d'alimentation de l'allumeur. Parce que c'est vrai que sans ces câbles, on peut faire ses meilleures parties d'écran noir. Ce jeu, c'est encore mieux qu'un miroir. Bon, maintenant vous en savez un peu plus sur cette alimentation, finalement, est-ce que c'est une bonne alimentation? Pour tester tout ça, comme d'habitude, on la monte en charge. Et du coup, cette alimentation, je ne veux pas vraiment pouvoir la comparer aux autres alimentations, parce que la manière de tester, enfin surtout la manière de mesurer les tensions,
elle est différente. Donc, je vais pas pouvoir la comparer vraiment. Pour cette alimentation, comment ça s'est passé? Bah, je l'ai montée dans un PC et j'ai tiré jusqu'à 630 watts sur cette alimentation. Oui, on va tirer que 630 watts. Alors, ça permet effectivement d'atteindre le meilleur rendement de l'alimentation parce que c'est à peu près dans cette plage-là qu'il est atteint. Et en plus de ça, ça va permettre également de voir si le découpage de l'alimentation, il se fait bien. Qu'est-ce qu'on appelle le découpage? Bah, faut savoir que justement, pour avoir une tension de 12 volts, vous avez des genres d'interrupteurs qui battent super vite. Si le filtrage et tout, il est mal fait, avec l'appareil de mesure que j'ai utilisé ici, qui est un oscilloscope, on le verra directement et ça permettra de voir le bruit qu'il y a dedans. C'est un peu visuel, donc normalement, vous devriez voir tout ça. Au niveau des différentes prises de mesure, vous avez plusieurs niveaux de charge. Vous avez notamment en idle, donc c'est sur le bureau, on était dans une consommation d'environ 100 watts. On va voir une prise où le PC est légèrement en charge, on n'a que le processeur qui tourne, on est à peu près à 340 watts à peu près. Et après, on a un dernier palier qui là est le full burn du PC et on était autour des 630 watts pour ce PC. Donc ça permet quand même, comme je vous ai dit, d'atteindre la plage de rendement optimale de l'alimentation. Quand on va observer justement les mesures qu'on a faites à l'oscilloscope, que ce soit sur le 12 volts, le 5 volts ou le 3 volts, ça va permettre justement de comparer les niveaux de bruit qu'on a atteints. Comment on repère sur cette image que le signal il est propre ou pas du tout? Le signal que je vous affiche à l'écran, s'il devait être parfait, eh ben, on n'aurait que la trace du découpage à la limite et c'est tout. On n'aurait aucun autre parasite, on aurait vraiment que les traces de là où les MOSFET y tapent. Même si c'est minime, on devrait l'avoir un petit peu. Donc ça permettrait d'avoir directement la fréquence des interrupteurs qui font le découpage de l'alimentation. Mais on arrive quand même à voir également qu'on a un peu de bruit qui est intégré ici, notamment à cause des transformateurs qui vont générer du bruit à l'intérieur, même s'ils sont blindés, vous allez voir ça après. Donc je vous laisse avec les prises de mesure et les graphiques, et puis on reparle de tout ça juste après. Maintenant qu'on a vu les résultats des tests, je vous propose qu'on aille plonger à l'intérieur de cette alimentation pour découvrir si sa conception est bonne ou pas. Et puis on se retrouve juste à la fin pour la conclusion sur celle-ci. Voici l'alimentation. Comme vous voyez, elle a déjà été démontée parce qu'on avait déjà regardé dedans pour voir comment c'était. Si on fait le tour du propriétaire, on se retrouve encore une fois avec l'étiquette de l'alimentation, comme vous pouvez le voir. Au niveau des sorties, vous avez quand même pas mal de choix ici. Donc, comme vous voyez, du coup, au niveau du rail 12 volts, on est quand même bien fourni au niveau des sorties. Bon, après, c'est normal, c'est une alimentation 1000 watts, je vous le rappelle. Donc, il faut quand même que ça puisse donner à manger à du gros monstre, hein, sinon c'est pas terrible. Au niveau des SATA ici, 3 connexions possibles, donc on va voir SATA, Molex, et puis la fameuse prise ici justement pour tout ce qui va être carte mère. Si on se penche du côté de l'arrière, le petit bouton pour passer en mode hybride ou non. Il y en a qui croient souvent que ce petit bouton, s'il est là, ça veut dire que c'est une alimentation Seasonic. C'est pas forcément le cas à chaque fois. Ici, on est sur une alimentation designée par CWT, donc c'est l'OEM qui l'a fabriqué, et au final, on a bel et bien ce bouton, comme avec la PX850G qu'on avait vu précédemment. On retrouvait déjà ce bouton et elle était également faite par CWT. J'ai enfin réussi à me débarrasser de toute cette protection là. Voilà, je me demande bien à quoi ça sert. Franchement, c'est pas si grave de mettre les mains dans le 230 volts là comme ça quand il y a 3 ampères de tirée. C'est genre, c'est quoi, c'est un aller simple vers la mort? C'est pas non plus énorme. Pourquoi il protège la lime? Je comprends pas trop. Donc, ici, on retrouve cette alimentation particulièrement propre, particulièrement belle à l'intérieur. C'est assez simple et épuré. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Déjà, on va tarder les points plutôt simples. Le ventilateur a une vraie connexion de ventilateur, donc il est remplaçable. Ça, c'est un petit détail, mais ça me convient parfaitement. Voilà, c'est la première alimentation qu'on ouvre où le ventilateur, il est remplaçable. Et ça, c'est top. D'ailleurs, si vous voulez voir ici plus précisément le ventilateur, on a bien la prise habituelle. Et en plus de ça, il y a Deepcool, ils ont dessiné ici un petit cache en plastique, comme vous pouvez voir, qui est prédécoupé pour refroidir les zones concernées par la chaleur, hein. Ça refroidit directement les zones les plus concernées. Donc si vous voulez répercuter en fait les trous qu'on voit là, ici, bah faudra faire ça. Enfin, du coup, vous le basculez comme ça. Donc ce trou-là, il va pouvoir refroidir le transformateur ici. Celui-ci de trou, il va être directement en face des dissipateurs ici, qui vont refroidir des transistors MOSFET. Un petit espace qui va venir refroidir cette zone-là. Ça permet de refroidir légèrement les condensateurs, même si ce n'est pas eux les premiers concernés. Et après, on va voir ici un autre petit trou qui va venir souffler par là. Parce que ici, on a également un petit transformateur apparemment. Moi, je pense qu'ils auraient laissé le ventilateur classique. Il n'y aurait pas eu forcément de gêne particulière.
Après, c'est bien qu'ils aient prédécoupé pour que l'air il aille directement vers les endroits concernés en premier et pas qu'il ait tendance à répartir la chaleur partout peut-être. Ce qu'on peut dire maintenant sur la conception interne de cette alimentation. Comme d'habitude, vous aurez des photos à l'appui pour justement vous permettre de plonger un peu mieux dans l'alimentation. Mais là, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah déjà, on a un blindage là sur les côtés en cuivre, comme vous pouvez voir, qu'on retrouve également de ce côté de la carte. On va la voir également ici, là où il y a les filtrages. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vous mettrai des photos comme je vous ai dit. Ici, on en a encore du blindage en cuivre. Et tout simplement, le but de ces petites feuilles de cuivre, c'est d'éviter que les enroulements des bobines, donc par exemple le transformateur ici, dedans on a du cuivre qui est enroulé sur lui-même. Ici, on a d'autres petites bobines pour filtrer. Et du coup, bah, faut vous dire que ces petites bobines-là, ça va émettre des fréquences parasite, un genre de bruit électrique qui va pas forcément arranger déjà tous les circuits qui travaillent notamment sur cette carte-là. Donc c'est pour ça qu'on les protège justement de ce transformateur. Et en plus de ça, bah, c'est pour éviter que justement ça se propage aussi à l'extérieur de l'alimentation, de couvrir encore une fois ici. Donc ça permet déjà de faire en sorte que l'alimentation fonctionne mieux et se parasite pas elle-même. Donc le blindage, quand il est bien fait, ça permet d'éviter tout ça. Ici, on a un blindage qui est vraiment intéressant parce que déjà, ça permet de préserver notamment cette carte ici, qui sera particulièrement sensible à ce que le transformateur va émettre comme bruit. Donc ici, on a un blindage qui est intéressant. Et du coup, cette feuille de cuivre ici, c'est même l'une des plus importantes parce qu'elle va permettre de protéger une chose des parasites, bah, c'est la sortie tout simplement, c'est la sortie de votre alimentation. Donc tout ce qui va aller dans votre PC, ça va être en partie protégé aussi par ce blindage et ça va éviter justement de transmettre trop les parasites dans les signaux qui vont partir vers votre carte graphique, vers votre processeur. Et ça va permettre d'avoir une tension qui est encore plus propre. Donc là, tout ce qui est blindage, déjà, c'est repéré. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir également qui est très visible et qui parle à beaucoup de gens? C'est les dissipateurs thermiques. Là, on a quand même deux gros dissipateurs thermiques. Ici, on a un autre dissipateur thermique. Et ça va permettre de bien refroidir les transistors qui sont juste dessous. Et en plus de ça, on voit qu'ils sont très bien refroidis parce qu'ils sont carrément aérés par-dessus. Donc c'est pas mal. Et ça va suffire justement à avoir un bon fonctionnement. Et ce qui est particulièrement visible aussi dans ces alimentations, bah déjà il y a le transformateur qu'on a vu tout à l'heure, qui est intéressant. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on en ait un seul gros pour 1000 watts, alors que par exemple sur d'autres alimentations, on va retrouver deux plus petits transformateurs. Mais on va dire que là, l'architecture est plutôt pas mal. Et le deuxième truc qu'on va repérer tout de suite, c'est ces deux gros condensateurs ici, qui va avoir comme but justement de lisser le 314 volts. En gros, ici, on va avoir l'arrivée de notre fameux 230 volts qui va être redressé par un pont de diode. Et derrière ce pont de diode, on va directement le lisser avec ces deux gros condensateurs avant que ce soit battu par les MOSFET. Ce qui se passe ici, c'est que ces deux gros condensateurs, ils vont avoir une certaine taille. Alors, si vous ne faites pas d'électronique, ça ne va pas vous parler beaucoup. Mais ici, on se retrouve en gros avec ici un condensateur déjà de très bonne marque avec du Rubicon qui va faire 680 microfarad. Et ici, on va retrouver un autre condensateur ici, qui va être cette fois-ci de chez Nippon Shimikon, en, je crois, 540 microfarad. En gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces deux condensateurs, on va se retrouver ici à environ 1240 microfarad pour tirer à peu près 3 ampères en 314 volts. Donc en gros, bas mot, ça va nous faire à peu près du 300 microfarad justement par ampère. On a quelque chose qui est totalement dans la norme pour du haut de gamme, donc il n'y a pas de souci ici. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah sinon, c'est une alimentation qui est particulièrement bonne. Et si vous avez regardé pas mal de reviews de ces dernières alimentations, il y a une alimentation qui a quasiment exactement la même architecture interne. C'est la fameuse Thermaltake Tout Power 1050. Il me semble, un truc comme ça, je vous mettrai les photos à l'écran. Mais en gros, on se retrouve avec quasiment la même architecture à l'intérieur. Est-ce que ça marche pareil? Bah, du coup, je pense que relativement oui. On se retrouve à peu près sur les mêmes puissances, mêmes conceptions. Donc, je pense que c'est deux alimes totalement similaires. Donc, il n'y aura pas de souci là-dessus. Je pense que ce sera deux excellentes alimentations. 80 plus platinium. Donc si on doit résumer tout ça, le blindage il est bien réalisé. Des condensateurs particulièrement bons, des bons condensateurs japonais de bonne gamme, bien dimensionnés ici pour avoir un filtrage digne d'une alimentation haut de gamme, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Des dissipateurs qui sont largement suffisants, un flux d'air bien contrôlé grâce à ce ventilateur qui va être prédécoupé pour permettre justement au flux d'air d'aller directement là où il y en a besoin, une prise qui est interchangeable, donc vous pourrez changer le ventilateur quand il va vieillir. Mais sinon, visuellement, c'est une très bonne alimentation, c'est de la très belle électronique. À part son facteur de puissance qui est un petit peu
au rabais par rapport à la concurrence, je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher ici. Après, j'ai pas testé toutes les protections parce qu'encore une fois, je suis pas encore équipé pour. Mais en tout cas, avec cette analyse visuelle, on peut bien distinguer quand même qu'on a affaire à de la belle électronique. Et c'est pas moi qui le dis, c'est mon professeur, Monsieur Robert. Spécial dédicace à Monsieur Robert d'ailleurs. Pour ceux que ça intéresse, il sera particulièrement content de vous accueillir au lycée Visil Porte de Loisan. Et ben, je peux vous dire qu'il était plutôt content de faire cette petite analyse avec moi et qu'il avait l'air d'être plutôt bien surpris par la qualité de ces alimentations. Maintenant que vous en savez beaucoup plus sur cette alimentation, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a des points qu'on peut notamment relever. Déjà, on a une conception qui est très bonne à l'intérieur, ça se voit tout de suite, ça respire la qualité. CWT a bien travaillé ici et Deepcool a eu bien raison de retourner chez eux. Une architecture qui marche très bien. Cela dit, même si la conception est bonne, il y a quand même des petits défauts à reprocher que j'ai vus. Donc, par exemple, on va avoir le correcteur de facteur de puissance. Le correcteur de facteur de puissance, notamment, il pourrait être un peu mieux. Alors là, on a un truc un peu fixe avec des condensateurs, visiblement. En fait, le but du correcteur de facteur de puissance, c'est que justement, le facteur de puissance soit à 1, qu'on n'ait aucun déphasage. Et malheureusement, sur cette alimentation, le maximum qu'on a réussi à avoir, c'est 94%. Donc, c'est pas le maximum qui est possible. Les concurrents font un peu mieux là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est vraiment grave dans une utilisation classique? Non, mais il faut quand même reprocher un truc sur cette alimentation, n'est-ce pas? On ne peut pas juste dire c'est bien et c'est tout. Donc ça, c'est dommage. J'aurais bien vu un meilleur correcteur de facteur de puissance. Si jamais vous sortez la gamme PXT avec 80 plus titanium, j'aimerais bien que ce point il soit corrigé. Dans les autres points qui sont vraiment positifs, la ventilation, elle est gérée par ce petit bouton qui était déjà particulièrement efficace sur la PX 850G. Donc là, je suis content de le retrouver. On a un design qui est particulièrement beau. Sur le design d'ailleurs, on a un design avec un ventilateur de 120 mm, il est clairement très silencieux. On peut le faire burn vite fait, moi je l'ai fait burn sur une alim continue pour voir un petit peu ce que ça donnait à pleine vitesse. J'ai pas fait de relevé de son, mais c'est un ventilateur qui reste globalement silencieux même à pleine vitesse. Et puis voilà, ça permet d'avoir quand même quelque chose de bien. Notamment le fait que le fluide d'air soit bien dirigé à l'intérieur, c'est cool. Quand on a plongé à l'intérieur, vous avez pu voir que j'étais plutôt content de la conception interne. Mon prof d'électronique a notamment relevé le fait que l'alimentation était très intéressante dedans, les blindages sont bien faits, etc. Donc ça va permettre d'avoir une conception robuste sur le long terme. Et normalement, bah, c'est plutôt cool, hein, parce que tout simplement, l'alimentation, c'est le truc avec lequel il faut le moins rigoler. Et c'est plutôt bien que justement, elle soit plutôt fiable, hein, surtout à des tarifs pareils, parce qu'on va être lancé à peu près autour de 250 €, il me semble. En plus de ça, elle a clairement de la gueule, cette alim, avec cette petite plaque dorée, les petits logos Deepcool et tout. Le niveau de finition des alims Deepcool, il est juste top. Donc restez avec ça, Deepcool, ça marche très bien. Personnellement, je les adore. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.